Et encore une fois, si on s'amuse à faire des blasts contre ce qu'on trouve un petit peu partout, on trouve que ce qu'il y a de plus proche, c'est des gènes bactériens ou de champignons, et on ne les trouve pas donc, chez les métazoaires. Donc on pense que probablement ces gènes ont été acquis par transfert horizontal. Quand on regarde un petit peu la structure des gènes, ils ont tous de multiples introns, et ils sont assemblés à côté de vrais gènes de nématodes à côté. Donc c'est pas de la contamination de symbiontes ou de bactéries, ce sont bien des gènes qui sont dans le génome. Donc on a voulu tester si effectivement ces gènes avaient été acquis ou pas par transfert. Alors pour faire ça, on a conduit une analyse phylogénétique complète de chacune des familles qui avaient été trouvées chez Melodogenia incognita. Donc on a d'abord constitué une banque des librairies de gènes homologues, donc en cherchant dans différentes banques de données de nématodes et d'Ankati, bien sûr, où on a la possibilité d'avoir les domaines très bien adaptés, etc. Donc grâce à ça, on a pu construire une collection d'homologues qu'on a aligné famille par famille. Ensuite, on a fait des analyses phylogénétiques avec des approches bayésiennes et de maximum de ressemblance. On a annoté les arbres et on a utilisé des tests de comparaison de topologie pour comparer la probabilité des arbres qu'on observait à la probabilité que ces gènes soient non pas acquis par transfert horizontal, mais acquis par un ancêtre commun des eucaryotes. Sur ça, je reviendrai un petit peu après tout à l'heure. On a fait des arbres contraints pour lesquels on a obligé les gènes d'eucaryotes à se mettre ensemble, et après on a demandé à l'arbre de se débrouiller de nous faire le meilleur arbre, et on a comparé la probabilité de cet arbre à celui qu'on obtenait. Donc, voilà ce qu'on obtient donc, pour les cellulages de la famille GH5, donc, qui est présente dans beaucoup de nématodes parasitoires, qui sont assez éloignés ici. La première chose qu'on peut constater, c'est que toutes ces cellulases de la famille GH5, elles forment un groupe monophylétique ici, qui est très fortement soutenu par les valeurs de probabilité a posteriori. Et donc, visiblement, elles dérivent toutes d'un gène ancestral commun. Deuxième chose, les choses les plus proches qu'on trouve autour sont que des bactéries, sauf ici, ces deux bestioles-là, qui sont deux insectes phytophages, donc qui sont de tissu végétal. Et donc, on pense aujourd'hui que ces gènes ont été acquis aussi par transfert horizontal chez les insectes, puisque pour l'instant, on ne les retrouve dans aucun autre insecte modèle, et ces gènes-là, on ne les trouve dans aucun nématode modèle. Plutôt que de penser que ces gènes ont été acquis chez le dernier ancêtre commun des insectes et nématodes, puis perdus des milliers de fois par ailleurs, on pense que ça a été deux fois par transfert horizontal. Une autre possibilité aussi, c'est que ces gènes-là d'insectes viennent en fait de symbiontes qui vivent dans le tube digestif des insectes, quand on regarde, en fait, ces gènes n'ont pas d'intron. Donc on ne sait pas vraiment si c'est des gènes codés par le génome de l'insecte ou du contaminant de symbionte du tube digestif. Enfin, peu importe, le message intéressant, c'est qu'on retrouve un groupe monophylétique et tout autour, c'est que des bactéries. Donc si on regarde un petit peu plus en détail cet arbre, on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a eu, après transfert, apparemment, des duplications massives. Donc on voit par exemple ici, il y a un groupe de gènes chez les nématodes agales, un autre groupe ici, un groupe chez les nématodes akystes ici, un autre groupe ici. Donc apparemment, les duplications ont commencé avant la séparation des nématodes agales et des nématodes akystes, et ensuite elles se sont poursuivies après la séparation des différentes espèces. Ici on a une duplication massive chez les nématodes agales, une duplication massive chez les nématodes akystes, qui se sont poursuivies indépendamment après la séparation de ces différentes lignées. Les endosymbiontes, on les connaît chez les insectes? On connaît les endosymbiontes chez les insectes, oui. Et est-ce qu'ils se placent avec... Alors, par exemple, ici, on trouve des protistes qui vivent dans le tube digestif des termites. Sur les insectes, tu dis que le transfert vient de symbionte. Oui. Et là-bas, le symbionte bactérien, on le connaît? Alors non, pas chez ces insectes. Mais peut-être qu'on trouvera... Non, c'est juste. Donc, alors après, toujours sur ces cellules de la famille GH5, donc ça avait été montré en fait que chez les nématodes akystes, ces cellules-là étaient sécrétées dans les cellules de plantes. Ici, en fait, tout ce que vous voyez en vert fluo, c'est des anticorps dirigés contre les cellules, et donc on voit bien que c'est sécrété. Et chez les nématodes agales, on ne savait pas. Alors dans le labo, on a refait les manips et on trouve qu'effectivement, ces cellules-là sont bien, alors non seulement présentes
dans les glandes subventrales, mais aussi concentré ici dans la sécrétion du nématode chez les nématodes agales. Donc ça, on retrouve bien ce qu'on trouve aussi chez les nématodes lachistes. Mais un truc encore plus bizarre, auquel on ne s'attendait pas, c'est qu'on retrouve aussi ces cellulases dans les stades tardifs du cycle d'infestation du nématode, autour des œufs, ici dans la femelle. Et on n'a pas beaucoup d'explications actuellement sur le rôle de ces cellulases, mais on pense que ça peut être un rôle pour l'extrusion des œufs hors du tissu racinaire. Peut-être que ces cellulases-là interviennent quand les œufs sortent en fait du nématode pour aller à l'extérieur de la femelle. Alors maintenant, si on regarde les xylanases, on observe à peu près le même genre de choses. Alors, contrairement aux cellulases, on trouve des xylanases dans moins de nématodes. On les trouve chez les Méléodoginés et chez Rhadophilus. Donc elles forment aussi un groupe monophylétique, et ce qu'on trouve de plus proche, ce sont des bactéries. Ici, dans ce cas-là, c'est Clostridium qui est le plus proche, la bactérie la plus proche de ce qu'on trouve chez les nématodes. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que le dernier ancêtre commun de Rhadophilus et des Méléodogines comprend aussi les nématodes actistes, mais pourtant on ne trouve pas cette xylanase chez les nématodes actistes. Donc on pense que ça a été perdu au cours de l'évolution chez ces nématodes actistes. Alors si on regarde maintenant chez donc une autre famille, c'est les Polybacteriales, famille Jalou. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le plus proche donneur, donc c'est encore une bactérie, c'est Ralstonia solanacearum, et cette bactérie, en fait, c'est une bactérie pathogène de plantes qui partage beaucoup d'hôtes en commun avec les Méléodoginés. Donc nous, ça nous a évidemment très intéressé de trouver ça, puisque on pense que c'est un donneur ou une famille proche de donneurs très intéressant, puisqu'elle partage le même mode de vie, et c'est effectivement un pathogène de plantes. Pour l'instant, par contre, ces enzymes ont été trouvées que chez les nématodes du genre Méléodoginés, donc les nématodes agales. C'est déjà plus ancestral. Non. Au contraire, là, par rapport aux cellulases qu'on trouve partagées chez tout un tas d'espèces, donc, pour lesquelles le transfert est probablement très ancestral, là on le trouve que chez ce groupe-là, RKN. Mais dans les rhizobiales, ce qu'on trouve, c'est ce qu'il y a de plus ancestral, c'est ça? De plus ancestral. C'est la première branche de divergence, c'est ça? C'est ça, on trouvera le stolia ici comme étant le plus proche voisin des gènes des nématodes parasites de plantes. Donc on pense que c'est... Ah oui, non, c'est le plus voisin, c'est pas le plus... Ouais, c'est le plus proche ici, il partage. Ça même coupe le groupe des nématodes. Le plus ancestral, c'est les enterobactéries, c'est ça? Alors ici, le plus ancestral, c'est ces petites branches rouges, là, je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Petit celui d'un niveau dans l'arbre, Rastonia, il est donné à plat, mais pas aux autres. Ouais, on dirait, ou alors c'est un artefact ici. C'est pour savoir si ça, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça a été inventé avant les plantes ou pas. Non, je pense pas, moi. Je savais que les plantes allaient me dire. Non mais c'est la vraie question, savoir si tu veux. Donc si tu veux, c'est le moment de l'invention de la cellulase et de tout ce qui fait la digestion des sucs de plantes. Ça doit pouvoir être, si tu veux, mis sur une échelle comparative sur les bactéries, comme on a des idées sur les dates d'apparition, tu vois. Donc on voit bien que La ça doit pas être cellulose est bien plus ancienne. La cellulose est bien plus ancienne que les plantes. que la peptide. Chez les bactéries. Bien sûr. On en trouve chez les bactéries, on en trouvait dans les algues, dans la vie sous l'eau avant que les plantes terrestres viennent mélanger. Alors si on continue un peu notre histoire, donc, on regarde maintenant les Prectathias. Donc là ici on observe aussi de façon intéressante que c'est des bactéries encore qui sont les plus proches, donc différentes sortes d'actinomycètes ici qui coupent, en fait, qui coupent le cluster des. Donc il n'y a pas un groupe monophylétique des nématodes par exemple. Donc potentiellement il y a eu plusieurs transferts de plusieurs sous-familles de Prectathias à partir de différentes bactéries. Donc ça encore une fois c'est une famille qui est partagée chez beaucoup de nématodes parasites de plantes. Et quand on zoome un petit peu là-dedans, on voit encore un peu la même histoire que pour la cellulase tout à l'heure. Des duplications, donc ici plusieurs groupes de nématodes agales, avec des duplications qui ont précédé la séparation des différents groupes, donc nématodes agales et nématodes quistes, et qui s'est poursuivie après la séparation de différentes espèces, indépendamment dans chaque lignée. Et ici, donc, ce qu'on trouve de plus proche, c'est Clavibacter michiganensis, comme potentiel donneur pour les Prectathias.
et d'autres actinomycètes. Alors, une autre famille qu'on a trouvée, alors celle-là on n'a trouvé que dans les génomes pour l'instant, c'était pas connu jusqu'à maintenant, et quand on a fait la notation génome 2002 Génacleta, on a trouvé des enzymes de la famille GH43 qui sont potentiellement des arabinanases, mais là, pour l'instant on ne connaît pas du tout réellement la fonction, ça n'a pas été démontré de façon biochimique, contrairement à toutes celles dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Et on les retrouve aussi chez Heterodera glycinès et Globodera, qui sont deux autres génomes de nématodes. Mais par contre, pour l'instant, on n'a aucun support OST pour ces enzymes, ce qui est un peu étonnant, mais on n'a trouvé aucune trace de transcription de ces enzymes. Par contre, on les trouve dans tous les génomes qui ont été séquencés des méthodes parasites de plantes jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est exprimé que dans certaines conditions. Mais dans tous les cas, on retrouve, en tout cas, encore une fois, les plus proches voisins, ce sont des bactéries. En ce cas, aussi des actinomycètes. Donc la dernière famille, donc, qui n'est pas une famille d'enzymes, mais des expansibles, ce sont des protéines qui interviennent sur les liaisons non covalentes dans les sucres vapeurs des plantes. On trouve que toutes les enzymes des nématodes parasites de plantes forment un groupe monophylétique ici. Et ce qui est vraiment très surprenant, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'on trouve ici Xiphinema index. Alors pourquoi ça nous a surpris? C'est que, en fait, si on regarde l'arbre de la vie des nématodes, ici c'est Xiphinema index, ici c'est tous les autres nématodes parasites de plantes dont on parlait jusqu'à maintenant. Et le fait de trouver un gène en commun entre les deux, ça nous a fait poser quand même beaucoup de questions, de voir que ça formait un groupe monophylétique comme ça. On trouve Xiphinema ici, intégré en plein milieu des autres nématodes parasites de plantes, alors qu'il est beaucoup plus éloigné. Plus éloigné que les C. elegans par exemple, des nématodes parasites de plantes. Donc il y a deux possibilités pour expliquer ça. Soit il y a eu un transfert très très ancestral d'une expansine quelque part par là, donc qui était partagé entre le dernier ancêtre commun des Xiphinema et des autres nématodes parasites de plantes. Et ensuite ça aurait été perdu des milliers de fois dans tous les autres nématodes. Ça nous paraît quand même assez peu probable. Ou alors en fait ça a été transféré deux fois, une fois là et une fois là, par une famille de bactéries relativement proches, ce qui pourrait aussi, et relativement à la même période, ce qui pourrait expliquer aussi cette topologie qu'on observe. Dans ce cas-là, c'est aussi des actinomycètes qu'on trouve comme donneurs potentiels les plus proches. Étienne, quelle est la fonction? Tu peux expliquer cette base de fonction que peut-être Xiphinema index et il a une raison d'avoir cette expansion ou pas? Oui, Xiphinema index, c'est un parasite de plante. C'est un nématode parasite de plante. Oui, mais il y en a d'autres encore. Après, il y a ceux-là. C'est les derniers autres. Alors pour ceux-là, on ne connaît rien du tout. Il n'y a pas de séquence qui a été faite jusqu'à maintenant, mais on ne sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ces nématodes, alors ça, ce sont des ectoparasites qui restent à l'extérieur de la plante. Par contre, ils provoquent le développement de mini-cellules géantes aussi. Donc peut-être que leurs expansines sont impliquées là-dedans aussi. Mais donc nous, on pense plutôt, pour l'instant, que c'est deux acquisitions par transfert horizontal indépendant. Bon, alors si on résume un petit peu tout ça, donc si on regarde toutes les enzymes actives sur la cellulose et l'hémicellulose, donc cellulase, xylanase et expansine, dans tous les cas on observe que les plus proches voisins des nématodes parasites de plantes ici en vert, ce sont des gènes de bactéries. Alors sauf dans le cas des cellulases où on a ces petits insectes qui nous sont ici. Et dans le cas des enzymes actives sur la pectine et ses décorations, encore une fois aussi c'est la même histoire, donc toujours en vert les nématodes parasites des plantes, en rouge les bactéries, et en bleu les autres eucaryotes. Donc à chaque fois, on trouve des bactéries plus proches des nématodes parasites des plantes que ne le sont les autres eucaryotes. Donc on pense bien que ces gènes ont été petits par transfert horizontal. Alors, donc malgré toutes ces évidences, on va dire, on a quand même voulu tester l'hypothèse alternative. En fait, pour ne pas vous mentir, c'est surtout une requête d'un des reviewers qui nous a demandé de faire ça. Donc, on a comparé la probabilité de la topologie native qu'on obtenait, donc n'importe laquelle de ces topologies-là, contre la topologie d'un arbre dans lequel on a forcé les eucaryotes à se mettre ensemble. Par exemple, ici, si je force les oomycètes et les champignons à se mettre ensemble dans un seul groupe, et ensuite avec les nématodes et les bactéries d'un autre côté, je demande à mon programme de me faire le meilleur arbre possible.